Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Nous sommes mi-février 2017 en Antarctique à bord du Pelagic Australis, voilier de charter skippé par Skip Novak, marin professionnel, alpiniste et grand explorateur. À son bord, un groupe de clients suisses-italiens. Le programme prévoit un voyage de 8 jours sur l'île d'Anvers combinant ski et alpinisme. Mais en raison d'un temps pluvieux avec des nuages bas continus, l'enthousiasme pour ce qui devait être une aventure formidable a diminué. Depuis leur arrivée en Antarctique, le mauvais temps sévit sans relâche. Ils ont donc navigué loin vers le sud à la recherche de l'anticyclone polaire qui leur apporterait le beau temps, mais ce fut un échec. À part un jour de ciel bleu, lors de leur retour vers le nord, le ciel est resté gris. Il est rare de quitter le continent antarctique plus tôt que nécessaire. Peu importe le temps dont vous disposez dans cet environnement splendide et impressionnant, il est toujours trop court. Et la traversée du Drac au retour se fait avec regret, voire avec inquiétude. Heureusement, tous les membres de l'équipage, sauf un, se sont déjà rendus sur la péninsule antarctique. Certains 2 fois, et ils savent ce que cela peut être. Alors, ils prennent la décision d'abandonner leur projet initial et de retourner tôt en terre de feu, notamment pour prendre de vitesse une dépression qui s'approche et qui pourrait les cueillir dans le passage du Drac, car s'ils restent là, elle sera sur eux dans moins de 3 jours. Comme le mal de mer est toujours un problème pour les alpinistes qui ne sont pas vraiment des marins, il n'y a pas d'opposant à ce plan. Pour occuper le temps de charter restant, Skip Novak propose 4 jours d'escale sur la côte argentine qui se trouve à l'est de l'entrée du canal de Beagle. Cette partie de la côte est peu fréquentée, bien qu'elle soit magnifique, et elle a l'avantage de se trouver sur le chemin du retour. Après le temps gris et terne du sud, les forêts de hêtres seront agréables à regarder et ils pourront se dégourdir les jambes sur le terrain spongieux et marécageux que les habitants appellent la turba. Les buissons, sur les bords de cette mer solide de sphaignes, sont parsemés de calafats, ces petits fruits patagoniens, et de baies de manzanita qui valent la peine d'être cueillis pour le crumble, ce qui fera un bon antidote à tout mauvais souvenir de mal de mer. Juste après avoir quitté la péninsule, ils reçoivent un mail de Roxana Diaz d'Ushuaia Logistique, avec qui Skip Novak travaille régulièrement comme pas mal de navigateurs et de sociétés de charter de la Terre de Feu. Elle leur explique qu'un navigateur solitaire belge sur un voilier en acier de 10 mètres, le Mira, s'est échoué à Bahia Aguirre, exactement où ils ont prévu de faire leur premier arrêt. Il a été récupéré le 18 février par les gardes-côtes argentins après avoir déclenché sa balise de détresse, puis évacué à Ushuaia. Là, il a signé un document avec les autorités s'engageant à retirer son bateau de la plage. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Bahia Aguirre est à 80 milles d'Ushuaia. Il n'y a pas de route allant dans la région ou près de la baie. Seuls existent les vestiges d'un sentier équestre menant à une estancia abandonnée. À cheval, cela prend 2 jours après avoir quitté la route. À pied, 5 jours. Et c'est une randonnée très ardue. Roxana Diaz, qui a pris en charge le renflouement du bateau, a pris contact avec un autre skipper de charter habitué de la région. C'est Olivier Poffin, de Saint-Morel, dit Popov. Il a embarqué le skipper belge sur son Kélistrion, un cotre de 12 mètres en ferrociment. Il l'a amené à Bahia Aguirre. Celui-ci voulait rester près du Mira, craignant qu'il soit pillé par les pêcheurs. Le Mira étant maintenant abandonné depuis quelques jours. Un autre bateau de charter est sollicité par Roxana pour tenter de déséchouer le Mira. Il s'agit d'un cotre de 15 mètres, le Kotik, qui devançait le Pelagic Australis au retour de l'Antarctique. Arrivé sur les lieux de l'échouement, il a tenté de tirer le voilier vers le large, mais a finalement renoncé. En effet, malgré la traction effectuée par le Kotik, le Mira est resté bloqué sur la plage, poussé par les vagues et la quille maintenant bien enfoncée dans le sable. Tous les espoirs reposent donc désormais sur le Pelagic Australis, dont l'arrivée coïncidera avec une marée haute. Alors, bien sûr, Skip Novak et son équipage sont plus que disposés à essayer de sortir le voilier échoué de ce mauvais pas lorsqu'ils arrivent le 24 février. Une semaine s'est écoulée depuis l'échouement du bateau.
Bahia Aguirre est une grande baie entièrement exposée au vent de sud-ouest au sud-est. Une petite crique appelée Puerto Espagnol se trouve dans le coin nord-ouest, ce qui offre une certaine protection contre les vents du sud, mais son approche n'est pas évidente pour celui qui ne la connaît pas. Serait-ce la raison pour laquelle le skipper du Mira a jeté l'ancre face à la plage exposée au vent? Arrivé à quelques centaines de mètres du Mira, plutôt que de tenter un débarquement avec les Zodiacs dans les déferlantes, ils prennent la décision de ne pas approcher davantage et de faire route pour aller ancrer dans leur mouillage habituel de Puerto Espagnol. Cet après-midi-là, ils marchent 2 heures pour rejoindre le naufragé qui a trouvé refuge dans l'Estancia. Il n'y a pas si longtemps, c'était une ferme d'élevage de bétail. En 1993, Skip Novak y avait passé 2 nuits avec un ami français lors d'un trek de 2 semaines dans l'extrême sud de la Terre de Feu. 4 cow-boys y étaient en résidence. Ils étaient employés par les propriétaires qui n'avaient probablement jamais mis les pieds ici. Leur travail consistait à parcourir l'arrière-pays à cheval et à rassembler le bétail sauvage pour constituer un troupeau suffisamment important pour pouvoir être conduit vers la route qui se trouve dans l'ouest et être embarqué dans des camions. C'était une vie difficile, même pour un cow-boy argentin, car ils étaient abandonnés pendant 11 mois de l'année dans une région très reculée. Ils possédaient une radio, mais Skip Novak ne l'a jamais vu fonctionner pendant toute la durée de son séjour. Ils étaient approvisionnés 1 fois par an avec les produits de base. Et pour survivre à ces longs mois de solitude, ils devaient se débrouiller en mangeant le sabot, l'aile et la nageoire, comme on dit en Argentine. En ce lieu, la vie était dure et les visiteurs rares, qu'ils arrivent par la terre ou par la mer. C'est certainement à cause de ces conditions difficiles que les cow-boys ont disparu depuis longtemps et que l'Estancia est abandonnée. En approchant des bâtiments de ferme délabrés, ils ont dû laisser une large place à un taureau solitaire qui piaffait le sol, tout en soufflant la vapeur. Un troupeau de chevaux noirs sauvages a galopé sur le chemin, leurs longues crinières volant au vent en descendant vers la plage. Ce sont les derniers résidents qui sont restés vivre ici. Dans cette vaste étendue de nature sauvage, semi-apprivoisée, autrefois occupée, l'ambiance est mélancolique, tout comme l'est Alex, le skipper belge, et c'est compréhensible. Alex a pris ses quartiers dans le bâtiment de ferme abandonné où il a trouvé un poêle à bois en état de marche. Soulagé de voir arriver l'équipage du Pelagic Australis, il leur explique que cela fait plus d'1 an qu'il a quitté l'Europe et que sa navigation fut dure. À bord du Mira, tout s'est cassé ou presque, mais malgré tous ces déboires, il a réussi à suivre la côte de l'Argentine en direction de Ushuaia. Mais alors qu'il doublait le cap San Diego, un bout s'est coincé dans l'hélice. Épuisé, il a décidé de se diriger vers Bahia Aguirre pour jeter l'ancre et de se reposer un peu avant de plonger dans l'eau froide pour dégager son hélice. Mais malheureusement, un coup de vent du sud s'est levé. Le Mira a dérapé et en rien de temps, il était sur la plage. Ce n'est pas le premier naufrage sur cette côte. En 2010, un voilier polonais a échoué le long de la côte, ce qui a provoqué la perte de 2 membres d'équipage. Le voilier, dans des vents de 100 nœuds, avait chassé sur son ancre. Heureusement, Alex, lui, a eu de la chance. Il a atterri sur une plage de sable en pente, évitant les méchants rochers qui se trouvaient à seulement 100 mètres de là. Depuis qu'il a rejoint le Mira, à chaque marée basse, il enlève tout l'équipement du bateau, tout le laisse mobile en plomb et une bonne partie du mobilier intérieur. Tout était empilé sur la plage au-dessus de l'estran. Une trappe de cockpit a été arrachée pendant l'échouement et tout a été trempé par l'eau de mer mélangée à l'huile et au gasoil qui se trouvait dans la cale moteur. Un vrai gâchis. Après avoir fait le tour du voilier échoué, Alex et ses sauveteurs élaborent un plan. L'idée est de se rapprocher suffisamment avec le Pelagic Australis pour tirer les amarres jusqu'au Mira et d'essayer de le déséchouer avec la force du moteur. La plus haute des 2 marées du lendemain est prévue un peu avant l'aube. Un appel VHF est donc prévu avec Alex à 5 heures pour pouvoir coordonner l'opération de sauvetage. À l'heure dite, il y avait du vent fort et le noir absolu. La décision fut prise d'abandonner l'opération, le plan prévu étant difficilement faisable dans ces conditions. Au milieu de la matinée, les conditions se sont améliorées. Le Pelagic a jeté l'ancre sur des fonds de 10 mètres à environ 150 mètres de la plage et tout le monde a débarqué à terre avec le semi-rigide.
L'équipage veut profiter du temps disponible jusqu'à la marée haute de l'après-midi pour faciliter l'opération à venir. Ils passent les 4 heures suivantes à creuser autour de la quille, du gouvernail et de l'hélice pour dégager une grande partie de la coque ensablée. C'est quelque chose que les montagnards suisses font très bien, car on le sait, les alpinistes ont toujours à portée de main une pelle, même si le sable humide est beaucoup plus lourd que la neige. En fin de matinée, ils sont surpris par de violentes rafales de pluie. Ils en profitent pour faire une pause et se retirent tous dans le bâtiment de la ferme. Ils allument un feu et font chauffer de l'eau dans la bouilloire. Sortez de nulle part, une bouteille de whisky apparaît. Un des hommes d'affaires suisses demande à Alex d'où il vient. De Belgique, mais d'où? Alex répond qu'il est citoyen du monde. Cela énerve quelque peu son interlocuteur. S'ouvre alors un grand débat philosophique que n'aurait pas renié Bernard Moitessier. Le grain passé, ils reprennent les pelles pour terminer le travail et creuser sous la ligne de flottaison qui se remplit très vite avec la marée montante. Pendant ce temps, 2 hommes d'équipage se préparent à apporter les haussières à terre avec le pneumatique. Le plan étant d'en attacher une à la proue et l'autre à la poupe du Mira afin qu'ils puissent être traînés sur le côté vers les eaux profondes. Une fois les haussières attachées, l'ensemble de l'équipage retourne sur le pélagique, laissant Alex seul sur le Mira. Bien que n'étant pas tout à fait encore à marée haute, le pélagique commence à tirer. Avec un déplacement de 55 tonnes et un moteur de 250 chevaux, le pélagique fait glisser relativement facilement le Mira sur le sable. Bientôt, il se retrouve dans les rouleaux. Les vagues balaient le pont. Alex, sanglé dans son cockpit, retient son souffle. Enfin, tout se calme. Le voilier flotte. Le Mira est amarré à couple du Pélagique Australis qui mouille à une centaine de mètres de la plage. Mais le travail est loin d'être terminé. Il faut maintenant faire la navette avec le pneumatique entre la plage et le bateau pour rembarquer tout l'équipement du Mira et le déposer sur la plage avant du Pélagique. On ne compte plus les trajets effectués par le Zodiac avant que le Pélagique Australis rentre à Puerto Espagnol pour la nuit. La première étape terminée, c'est la fête. Après le dîner, le whisky et les cigares sont sortis. Avant de remorquer le Mira jusqu'à Ushuaia, il faut encore le vider de tout le sable qui est entré par la trappe du cockpit qui a été arraché et qui s'est accumulé tout au long de la semaine. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu récupérer tout le sable et le bateau gîte encore de 10 degrés sur bâbord. Rembarquer l'équipement du pont du Pélagique leur prend toute la matinée. Le mobilier qui avait été démonté est maintenant bien pratique pour caler le reste de l'équipement à tribord. Et bientôt, le Mira se retrouve en équilibre, prêt au remorquage. Et c'est tard dans l'après-midi du 26 février que le Pélagique Australis fait route avec le Mira au bout d'une haussière en nylon, chevauchant confortablement 130 mètres à l'arrière. Une fois sorti de la baie, le cap est mis à l'ouest à 5 nœuds. Bientôt, il remonte le canal de Beagle. Le remorquage se passe sans accident. Et c'est dans l'après-midi du 27 qu'ils accostent à Ushuaia. Skip Novak a poursuivi sa saison de charter aventure. Alex a été hébergé par le Yacht Club d'Ushuaia pendant tout le temps de la réparation du Mira. Puis, il a repris son voyage vers la côte ouest du Chili. Quant aux alpinistes suisses, ils sont retournés dans les Alpes, non sans avoir apprécié le bonus supplémentaire d'avoir pu aider un marin dans le besoin. Voilà les amis, cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous propose de se retrouver tout de suite pour en faire le bilan. On se retrouve sous la canicule bretonne pour faire le bilan de cette histoire, bien loin du froid de la terre de feu. Alors, qu'est-ce qu'on a relevé en premier dans l'enquête accident? C'est la base de tout, c'est le boot dans l'hélice. Alors, est-ce que le Mira avait un coupe au rein ou pas? Il s'est avéré qu'il n'en avait pas, mais que de toute façon ça n'aurait rien changé puisque le bateau avançait à la voile et l'hélice ne tournait qu'avec la force de traction du bateau qui avançait à 6 nœuds. Elle était en roue libre, elle tournait tout doucement, donc la force n'aurait pas été suffisante pour couper le rein. Ce qui fait que même en démarrant le moteur, il aurait certainement calé, il n'avait plus la traction nécessaire pour couper le cordage. Alors, autre point soulevé par l'enquête, c'est pourquoi Alex a-t-il été mouillé dans une baie qui était potentiellement dangereuse si les vents tournaient ou montaient. Il est ressorti de l'enquête qu'en fait, c'était qu'il se trouvait dans la peur de remonter le chenal de Beagle sans moteur, tout à la voile, avec un bateau qu'il avait du mal
à manœuvrer, qui manœuvrait difficilement, lui étant très fatigué. Il a préféré s'arrêter dans une baie qui lui paraissait propice à un arrêt relativement court, puisqu'il comptait simplement mouiller, plonger, dégager son hélice et repartir. Mais arrivé sur place, une fois qu'il a mouillé, il s'est trouvé très fatigué et il a préféré se reposer un peu avant de plonger dans l'eau froide. Voilà, ce qui a provoqué pendant son sommeil, le vent s'est levé, la mer est rentrée très violemment et il s'est retrouvé en quelques minutes à la plage. Une fois à la plage, le bateau s'est trouvé remonté avec la force des vagues très haut sur la plage. La chance qu'a eu Alex, c'était qu'il ait un bateau en acier et qu'il a très bien supporté le ragage prolongé sur le sable. Alors il faut savoir que si ça vous arrive, un échouement comme ça, il faut chercher au maximum à protéger sa coque pour éviter qu'elle soit percée. Si cela ne vous met pas en danger, car si vous êtes dans des rouleaux et que le bateau risque de vous écraser, oubliez cette façon de faire. Mais s'il est possible, allez chercher ce que vous pouvez, les pare-battages, des matelas, essayez de protéger votre coque au maximum. Une autre chose qui m'a paru intéressant de relever, c'est le fait que Alex a été confronté aux autorités d'Argentine et qu'ils lui ont demandé d'enlever rapidement son bateau de la grève. Il faut savoir que dans le droit maritime, on n'a pas le droit de laisser un bateau comme ça à l'abandon ou en épave qui peut représenter un danger soit au niveau de la navigation mais également au niveau de la pollution des eaux. Donc vous êtes dans l'obligation de sortir votre bateau ou votre épave, la ramener au sec le plus vite possible. Ça a un coût certain. Si vous ne pouvez pas payer dans l'immédiat et engager très rapidement les travaux pour sortir le bateau, ça sera l'État du pays dans lequel vous êtes qui va prendre en charge les travaux, mais tout cela va vous être facturé et ça sera très très cher. Alex est aussi revenu très vite vers son bateau parce qu'il craignait le pillage. Alors il faut savoir que le pillage des bateaux échoués, c'est quelque chose de fréquent dans le monde, mais finalement très peu au niveau de la Terre de Feu, où très peu de personnes qui y habitent. Et c'est pas dans leur culture. Il faut savoir regarder par exemple la ferme dans laquelle il a trouvé refuge. Tout fonctionnait encore, rien n'avait été volé à l'intérieur. Et c'est la même chose pour les bateaux. Je pense que les pêcheurs n'auraient pas pillé le bateau, en tout cas n'auraient pas vidé le bateau tout de suite tant que celui-ci n'était pas reconnu comme étant véritablement abandonné. Maintenant, on peut aborder le fait d'avoir réussi à déséchouer le bateau. Faut savoir qu'Alex a eu une initiative qui était parfaite, celle de vider le bateau au plus vite, de démonter les cloisons, celles qui pouvaient être démontées en tout cas, d'enlever une partie du lest, de pouvoir tout mettre sur la plage, ce qui a allégé le bateau de façon considérable. Quand l'équipage du Pélagique est arrivé et qui a continué le travail en creusant sous la quille, en dégageant le safran, et en mettant aussi une drisse, à la drisse de grand voile du poids pour faire gîter le bateau, ça a permis au Pélagique de pouvoir tirer relativement facilement le Mira sur la plage jusqu'aux eaux profondes. Bon, il faut savoir que le poids du bateau et la force du moteur ont joué quand même pas mal dans l'affaire. Alors s'il y a bien une chose à retenir de cette histoire, c'est la solidarité des gens de mer. Car bien souvent par le passé, c'est grâce à cette solidarité que des marins ont pu se sortir de situations extrêmement difficiles. Et s'il y a bien un endroit où l'individualisme n'a pas sa place, c'est bien en mer. Car là, le marin est d'abord un homme qui n'a pas à justifier ni de sa nationalité ni de son origine pour être aidé. Voilà, on termine sur cette note optimiste. Si vous souhaitez naviguer aussi en terre de feu, je vous ai mis en dessous de la vidéo les coordonnées des différents bateaux de charter, là, en l'occurrence ceux qui sont intervenus dans cette histoire. Et puis logistique à Ushuaia aussi, si vous décidez d'y aller avec votre propre bateau, si vous aviez besoin d'un soutien sur place. Voilà. En tout cas, si tout ça vous a plu, si l'histoire, le bilan vous a plu, n'hésitez pas à liker,
à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, ça c'est aussi important, essayer de faire connaître aux autres, plus on est, mieux c'est. Et je vous souhaite à tous de belles navigations, et je vous dis à bientôt.